programme d'ajustement structurel. Dès que nous sommes arrivés, nous leur avons dit que le PAS tel qu'il est prévu ne peut pas répondre à toutes les exigences de tous les pays. Notre problème à nous n'est pas un problème de ressources au Congo, c'est un problème de trésorerie. Les ressources, nous en avons. Le pétrole, vous en avez. Je viens de donner quelques chiffres tout à l'heure de nos ambitions. Et le bois, nous en avons. Plein de forêts. Le sous-sol, nous avons des métaux. Nous avons de l'or, du diamant. Nous avons peut-être même d'autres minerais que les prospections révéleront ou préciseront dans quelques temps. Donc, ce n'est pas là notre problème. Alors, lorsque on nous demande de faire un ajustement structurel comme si nous étions un peuple de savane qui pratiquement n'a pratiquement rien comme ressources, alors que nous avons des ressources, nous disons il nous faut un programme d'ajustement structurel spécifique à nous, qui cadre avec nos réalités, avec ce que nous venons de dire. Ce n'est pas facile à faire comprendre à ces messieurs. Mais petit à petit, je crois que ça commence à rentrer. Tout à l'heure, un de vos confrères m'a parlé des Congolais, de la fonction publique à délester. Mais je leur ai dit, donnez-moi plutôt une bombe que je mette au centre du Congo, que je le fasse exploser, plutôt que de mettre les 3/4 des Congolais dehors de la fonction publique. Et je vous ai dit pourquoi. Un Congolais sur 25 est fonctionnaire. Alors, si vous prenez cette affaire d'une manière absolument académique ou bureaucratique, vous allez mettre la moitié de ce monde-là dehors, mais c'est tout le pays que vous paralysez, puisque c'est leur seule source de vie aujourd'hui, la fonction publique. Donc, ce n'est pas comme cela que nous devons aborder ce problème. Alors, j'ai été heureux de voir un discours fait par, il n'y a pas longtemps, c'est au mois de mai probablement, monsieur le gouverneur adjoint chargé des problèmes de l'Afrique à la Banque mondiale, il s'appelle Jay Cox. Il a fait un discours. Dans ce discours, je n'ai pas tout à fait le titre, en anglais ils disent capacity building, missing link to African development, quelque chose comme cela. Ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire en français, capacity building, vous le connaissez, beaucoup de ceux qui m'ont écouté depuis savent ce que ça veut dire, puisque bien avant ce monsieur, nous l'avons dit, mais comme c'était nous, personne ne pouvait nous faire confiance. Mais maintenant que c'est eux qui le disent, maintenant ça prend de l'importance. Capacity building, c'est la créativité, c'est l'art de gérer. C'est pour cette raison que nous avons une structure, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure, je n'en sais rien, qui s'appelle Institut d'innovation et que nous allons monter à Pointe-Noire. C'est pour justement révéler cette capacity building. Et c'est ça qui est le malheur, c'est ce qui manque en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique est en train de sombrer, parce que nous n'avons pas mis en place toutes nos aptitudes à innover. C'est pour ça que nous sommes en mauvaise posture. Alors, si nous reconnaissons maintenant que c'est ça qu'il faut soigner, et non pas mettre des gens à la porte, etc., nous aurons aidé. Et je crois que nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde avec les organisations internationales, et je pense que nous allons essayer de les aider à nous aider. Autrement dit, on va peut-être trouver des moyens pour payer les arriérés que nous leur devons avant de mettre en place notre programme d'ajustement structurel spécifique à nous. Nous ne disons pas qu'il sera valable pour tout le monde, mais il sera à nous et nous sommes en mesure de le faire. Monsieur le Président, dans tous vos discours économiques, vous ne cessez de réclamer un crédit relais. Pouvez-vous nous expliquer la philosophie qu'il y a derrière cette opération? Vous êtes dur avec moi aujourd'hui. Bon, ben écoutez, la notion de crédit relais part simplement d'une analyse la plus objective possible. Cette analyse m'a pris 3 mois. Voir quelles sont nos ressources, qu'est-ce que nous avons en termes financiers, quels sont nos exigences, nos besoins, et quelles sont nos dettes, nos obligations. Une fois avec cela,
nous disons, nous avons fait donc un calcul pour nous dire, bon, un peu comme un papa de famille, un père de famille qui dit, moi je dois construire une maison, je dois tant à tel banquier et je touche mensuellement tant. Comment je vais organiser ça pour construire ma maison, payer mes dettes, etc. Voilà en gros comment cela se présente. Et il dit même déjà que dans mes obligations, lorsque l'argent arrive à la banque, automatiquement on m'enlève tant pour payer les dettes que mes aïeux ont fait, etc. Alors voilà. Et vous avez ce qui vous reste. Et vous regardez si ce qui vous reste vous permet de faire tout ce que vous avez prévu de faire. C'est ça, le crédit relais. Le crédit relais, c'est de dire, bon, je demande à ce qu'on me donne suffisamment d'argent pour me permettre de rembourser tout ceci, mais qu'on me donne le temps, que cet argent, je le rembourse en fonction de mon salaire. C'est-à-dire que mon salaire arrive, je rembourse, mais dégager des dettes gagées par mes aïeux. À ce moment-là, mon salaire sera un peu plus grand et je paye tout ce que j'ai. C'est peut-être un peu sommaire ce que je vous dis, mais il faudrait faire un calcul, il faudrait que nous ayons un bout de papier, que nous restons le temps pour vous finaliser tout cela. Et cette quantité d'argent qui nous permet de réaliser ce que j'ai fait, c'est ce que j'appelle le crédit relais. Il se découpe en 3 parties. Première partie, rembourser les prêts gagés, parce que nous avons des prêts qui sont gagés jusqu'en 1990, jusqu'à l'an 2000, si vous voulez. Je ne sais pas, mais comme continuité de l'État exige, bon, on va les rembourser. Et ces prêts gagés libèrent nos royalties. Nous en avons un peu plus grand. À ce moment-là, ces royalties libérées peuvent nous permettre, en 7 ans, de rembourser tout ce que nous avons à faire, y compris donc l'ajustement structurel dont je viens de parler tout à l'heure. C'est ça le crédit relais, rien d'autre. Et dès lors qu'on vous le refuse, vous ne pouvez pas rembourser la Banque mondiale, les salaires, et essayer de renflouer ce que je viens de dire tout à l'heure, les pensions et autres, refaire le capital, etc. Et c'est grâce à ce crédit relais qu'on aurait pu faire tout cela et en même temps assurer les équilibres. Mais c'est trop compliqué à expliquer comme cela en quelques mots. Mais c'est un montage que nous avons fait. Monsieur le Président, une fois ce crédit relais obtenu, quelles sont les priorités auxquelles vous allez vous consacrer pour redonner au Congo son rôle de transit d'antan? Là aussi, c'est un grave problème. Le Congo est sombré dans le sinistre, d'autant plus rapidement que nous avions coupé nous-mêmes, par notre propre volonté, ce rôle de transit. Ce rôle de transit, c'était, vous savez bien, le chemin de fer, plus les voies d'eau, c'était le transit, l'ATC, l'agence transéquatoriale, si je ne m'abuse. Ben, à partir du moment où nous avons nationalisé, nous nous sommes coupés, justement, nous nous sommes privés de l'approfondissement et l'amélioration de ce rôle de transit. Il faut maintenant revenir en arrière. Et cette fois-ci, pratiquement en offrant aux autres, en disant, bon, maintenant, venez. Le chat échaudé craint l'eau froide. Est-ce qu'ils vont se dire, bon, nous allons venir, mais est-ce que demain, on ne va pas encore nationaliser, etc. Voyez-vous, le problème n'est pas aussi simple. C'est pour cette raison que nous avons proposé une zone franche à Pointe-Noire pour rassurer nos partenaires, ceux qui sont autour de nous, pour leur dire, pour leur offrir ces moyens et les sécuriser sur une longue période pour leur permettre à eux-mêmes aussi de se développer. Je me limite à cela parce que le problème est tout de même assez important et il arrivera un moment où nous consacrerons le temps qu'il faut, tout au moins le gouvernement, pour
si vous voulez, débiter toutes ces actions les unes après les autres. De plus en plus d'observateurs économiques et monétaires parlent de la dévaluation imminente du franc CFA. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Du mal. C'est un mauvais coup. Surtout pour le Congo. Le Congo veut se développer. Le Congo veut offrir à l'Europe, à l'Amérique, à tout le monde entier, un marché crédible. Le Congo veut rentrer de plein pied dans le développement international, dans le marché international. C'est une de nos ambitions. Ce qui veut dire que le Congo doit importer des équipements pour bâtir son industrie, bâtir, construire ses ponts, ses routes, etc. Donc, faire venir des équipements de l'extérieur. Vous dévaluez le franc CFA, ces équipements vont coûter 3 fois, 4 fois plus cher. Ce qui va compromettre votre développement, tout simplement. Votre dette est de 1500 milliards de 1500 milliards de francs CFA. Elle va devenir 4500 milliards de francs CFA. C'est pas plus compliqué à évaluer. Mais ça encore, nous aurons d'autres moyens de nous en passer. Mais les équipements, comme c'est eux qui fixent les prix des équipements, en plus, les prix des équipements ne sont pas fixés sur le marché mondial. Chacun fait ses équipements, il fait ses calculs, il dit ça coûtera tant. Vous devez payer. C'est surtout ça qui m'inquiète. Le reste, on peut gérer. Mais les équipements, ça va nous paralyser. Voilà pourquoi je dis que c'est un mauvais coup. Maintenant, d'autres qui vendent vont dire oui, baissant, vous allez vendre mieux, nous allons éviter de mettre des gens à la porte, les réductions de salaire et autres. Je dis ça, ce n'est pas mon problème, ça je peux le gérer autrement. Dans notre pays, je n'ai pas besoin qu'on me dévalue le franc pour CFA pour faire ça. Je n'ai pas besoin de ça. Donc pour moi, la dévaluation, c'est un mauvais coup. Enfin, pour le Congo, tout au moins tel que je le vois maintenant. Mais après, bon, ben, nous verrons. Monsieur le Président, au 17e sommet franco-africain de Libreville, tenu en octobre 1992, la France avait décidé d'apporter une aide au développement aux pays dits à revenus intermédiaires, notamment à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et au Congo, notre pays. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous faire le point sur cette démarche? Quelques mots. Juste pour dire que cette démarche est liée, d'une part, aux exigences reconnues, ajustement structurel, donc, mais vu de manière classique, à laquelle nous ne pouvons pas souscrire pour des raisons que j'ai essayé de vous évoquer tout à l'heure. Notre problème n'est pas le problème de tous les autres pays. Nous avons nos spécificités. La deuxième chose, c'est que c'est lié à un certain nombre de projets, de programmes, de recherche. Nous n'avons pas eu le temps d'armer notre gouvernement pour réaliser un certain nombre de projets que nous pouvons présenter à ces assises-là. Pour bien faire, il faudrait amener un dossier pour dire que voici nos dettes, voici les projets que nous sommes prêts à faire et qui peuvent être couverts par ces dettes, lesquels projets rembourseront ces dettes. C'est en gros comme cela que les choses se passent. Et nous sommes en retard sur ce plan-là parce que la situation qui prévaut dans notre pays n'a pas permis au gouvernement de s'y fixer. Et le gouvernement que j'appelle 60-40 n'était pas un gouvernement mis en place pour gérer l'économie du pays, c'est un gouvernement mis en place pour préparer les élections. Alors tout le monde avait, surtout tous les ministres, ou la plupart des ministres étaient des candidats à la députation. Bon, ils ont passé tout le clair du temps, tout le monde a passé le clair du temps à regarder les élections et non pas à regarder les problèmes économiques. Alors de sorte que nous avons enregistré là aussi un long retard que nous allons essayer de rattraper, mais ce n'est pas facile. Enfin, des instructions ont été données maintenant pour que nous puissions déposer quelques dossiers dans ce domaine-là. Vous avez déclaré récemment, lors de votre adresse au préfet, que vous écartez le problème de votre réflexion immédiate.
Et vous disiez que le problème était plus, le pétrole, pardon, était plus un problème qu'une solution. Mais n'empêche, Monsieur le Président, que le pétrole mérite une réflexion. Monsieur le Président, je voudrais aussi ajouter, tout au long du développement sur le volet économique, vous avez expressément évité de parler du pétrole. Est-ce que c'est parce qu'il tue, comme vous l'avez déclaré au journal Libération, que vous évitez d'en parler? Tout simplement parce que nous allons en parler les jours prochains avec les responsables et ça m'a paru, il me paraît inutile maintenant de dire ce que nous aurons à dire à nos partenaires et je crois que par respect pour eux-mêmes et pour notre opinion, il vaut mieux qu'on discute d'abord et puis qu'on révélera le fruit de nos discussions plutôt que de déflorer là maintenant et créer parfois, vous savez, un mot dit de trop peut être amplifié de la manière la plus absurde. Et je voudrais éviter cela. Et si je ne parle pas du pétrole, c'est parce que je pense que nous pouvons faire autre chose sans nous focaliser sur le pétrole. Mais c'est très important, bien entendu, puisque, comme vous l'avez dit, il tue. Mossadegh est toujours là, c'est une mémoire vivante pour moi en tout cas, parce que c'était ma génération. J'étais encore presque étudiant lorsque cela s'est arrivé, je vous assure que ça nous reste figé en mémoire. Mais c'est un problème important, ça n'a pas été pour moi une solution, en tout cas. Et donc, je me méfie d'en parler là maintenant, devant vous, avant d'avoir discuté fondamentalement avec nos partenaires. Parlons d'autre chose, Monsieur le Président, de l'agriculture, qui a été dans ce pays considérée comme la priorité des priorités. Mais malheureusement, cette priorité est restée au stade de slogan. Alors, que faire pour que, justement, l'agriculture devienne effectivement la priorité des priorités? Mais nous essayons de nous y employer. La première chose, c'est de rassurer les agriculteurs. Vous savez, les agriculteurs, c'est un monde particulier. Il faut les avoir côtoyés pour les comprendre. Voyez-vous, l'agriculteur, quand il se met dehors, il regarde d'abord le ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, femme, tiens, enlève ça parce qu'il va pleuvoir. Il n'a pas besoin d'attendre la météo et autres. Il sait qu'il y aura le soleil ou il n'y aura pas de soleil. Et lorsque vous tournez vers eux, qu'ils vous montrent des tas de sacs de leur production, parce que vous pouvez lui donner 1 million à l'agriculteur, ce n'est pas important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est les 100 000 francs que vous allez lui donner en enlevant le fruit de son travail. Voilà l'âme de l'agriculteur. On l'oublie souvent. C'est là où sa sueur s'est épongée que se trouve son intérêt, son action. Et nous avons essayé de le faire, nous allons, et même le ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre de l'Agriculture est en train d'essayer d'y remédier. Depuis le mois de janvier, des instructions ont été données au gouvernement de s'occuper de la commercialisation des produits agricoles. Nous allons nous occupons déjà de la commercialisation des produits agricoles et cela continue. Monsieur le ministre vient de me dire que cette fin de campagne, nous allons éponger le reste des produits qui se trouvent dans les cases, etc. parce que la saison des pluies arrive, le planting. Alors, il faut que leur grenier vide, ils vont maintenant se mettre au travail. Ils ne pourront pas se mettre au travail tant qu'ils ont leurs déchets qui sont là, etc. Une fois ceci fait dans leur psychologie, qu'ils se mettent au travail, c'est maintenant à nous de leur apporter autre chose. Et cette autre chose, je pense que les gens s'en moquent toujours, rient toujours, mais ça n'a pas d'importance. Nous avons dit, la priorité, c'est l'habitat rural. Et nous apporterons progressivement tous les éléments qui rassureront nos paysans. Et étant moi-même de ce métier, et sachant un peu la méfiance du paysan et autant toute innovation, etc., nous allons le faire calmement, en les rassurant, en leur montrant
par des faits concrets ce vers quoi nous voulons les conduire. Après, ils le feront eux-mêmes, ils n'auront même plus besoin de nous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons bientôt attaquer le volet culturel. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous poser deux petites questions. Le projet PHA, où en êtes-vous maintenant, Monsieur le Président? Ben, il est un peu bloqué parce que vous ne pouvez pas faire un projet PHA, je vais vous le dire quelques éléments. Vous ne pouvez pas faire le projet PHA, veut dire Fonds africain pour l'habitat. C'est, comme son nom l'indique, c'est un fonds africain, c'est-à-dire qu'il est lié à une organisation africaine et à partir de laquelle nous obtiendrions le conseil, c'est-à-dire la matière grise des conseillers techniques pour nous aider à faire que les maisons se construisent. Mais il ne s'agit pas simplement de construire une maison. Il s'agit de construire une maison à celui qui commence à être intéressé, pas à avoir une activité agricole ou commerciale ou d'élevage ou n'importe quelle autre activité. Il faut qu'il justifie d'une activité. Ils ne pourront pas justifier d'une activité tant que la morosité dans des campagnes reste ce qu'elle est, ce que votre collègue vient de révéler tout à l'heure. Alors, il faut que la campagne s'éponge, que les gens se remettent au travail. À ce moment-là, cela peut justifier d'une maison. Une fois la maison construite, lui travaillant, vous pouvez exiger de lui un certain nombre de choses qu'il pourra faire parce qu'il pourra payer grâce à son activité agricole. Dans ces maisons, il faudra qu'il y ait aussi une ampoule. Dans cette maison, il faudra qu'il y ait aussi un réfrigérateur, aussi une télévision pour vous écouter, une radio pour vous écouter, une chaîne pour entendre la musique, etc. Il faudra qu'il y ait, pourquoi pas, le téléphone, etc. Donc, voilà notre ambition. Et c'est comme cela que le paysan va rentrer dans le circuit mondial. Comme je l'ai dit au préfet, puisque vous me l'avez rappelé tout à l'heure, vous savez que nous ne contribuons que pour 3%, le paysan pour moins de 1%. Mais on peut nous effacer de la planète sans que ça change quoi que ce soit de la vie du monde et de l'humanité. Mais si ces paysans de mettre à consommer, parce que les 3%, notre consommation est limitée à vous et moi, c'est-à-dire la petite élite. Mais que sommes-nous quantitativement par rapport aux 2,5 millions de Congolais? Une goutte d'eau. Alors que si les 2 millions pouvaient rentrer eux aussi de plein pied dans le système de consommation, vous voyez tout de suite, vous allez devenir maintenant comptable sur le plan mondial. Alors voilà pourquoi nous sommes en retard. Nous n'avons pas pu faire venir des techniciens dans l'ambiance que nous avons vécue. C'était difficile, et même si chez eux-mêmes ils connaissent la même chose, ils ne sont pas venus. Et nous n'avons pas eu le temps de faire que nos paysans se mettent au travail, même partiellement. On n'a pas besoin que tout le monde se mette au travail au même moment. Mais enfin, ceci a été rendu difficile parce que la commercialisation, etc., a eu des à-coups, etc. Mais nous allons essayer de forcer un peu la dose pour que tout le monde se mette, tout le monde, une bonne partie de nos compatriotes congolais se mettent au travail et que les programmes PHA puissent se mettre en place. Il y a d'autres exigences qui font qu'il y a eu de retard, mais je laisse aux techniciens le soin de vous révéler tout cela. À mon niveau, je sais simplement que cela demeure une obligation, une priorité. Numéro 1, l'habitat rural, le programme PHA, demeure priorité numéro 1 dans l'administration qui est la mienne aujourd'hui. Et cela le demeure, et prochainement, vous allez l'entendre, je crois que nous allons, donnez-nous encore 2 mois, peut-être 1 ou 2 mois, nous allons lancer les premières activités. Alors, Monsieur le Président, on peut donc dire que votre idée de faire du Congo la petite Suisse, ça tient toujours? C'est la première question que vous m'avez posée. Mes ambitions demeurent toujours celles-là. Merci bien, Monsieur le Président. Nous allons maintenant entamer le volet culturel. C'est le dernier volet de notre entretien. Et ce volet culturel sera épluché par Georges Tabas, les journalistes à la télévision. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Georges Tabas.
Monsieur le Président, après 12 mois passés à la tête de ce pays, peut-on dire que quelque chose a changé dans votre vie, et je pense particulièrement à vos loisirs? Je n'en ai plus. Monsieur le Président, un an d'expérience démocratique au Congo, 12 mois viennent de s'écouler, je l'ai dit tantôt. On ne peut ne pas évoquer l'action de la presse dans ce processus. Quelle est votre opinion sur la presse d'État et quel est le rôle que vous entendez lui faire jouer dans le microcosme culturel congolais? Croyez-moi, la culture est pour moi quelque chose de décisif. Si je vous disais que tous les événements que nous avons vécus ici, dans notre pays, les barricades, les tueries, tout ce qui s'ensuit, ce sont des actes qui dénotent une absence grave du phénomène culturel dans notre pays, c'est-à-dire de la maîtrise pour nous de notre culture. Dans la culture qui fut mienne, je n'ai pas besoin d'attendre le credo de Jésus, encore que ceci est arrivé après, mais tu ne tueras point est un phénomène qui est ancré dans ma culture. Et aujourd'hui, regardez, il y a des jeunes gens qui ont pris des armes, et puis qui ont 2 fois, comme ça, on a tué, on tue, et puis on en a parlé tout à l'heure. Si je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons pris des textes, constitution, loi fondamentale, cette constitution, nous l'avons écrite avec, non pas notre culture, mais avec la culture des autres. Aujourd'hui, on s'étonne que nous ne puissions la suivre. Que nous ne puissions, et je vous avais dit, lorsqu'il y a juste 1 an, je crois que c'était un barbarisme, je l'avais dit, je crois en latin, quid leges sine moribus. Quelle est la loi sans les mœurs? Croyez-le que, M. Georges, que la culture, c'est quelque chose de... On ne peut pas l'évacuer comme ça. C'est quelque chose de très profond. Et un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir. Monsieur le Président, vous avez fait de la science et de la technologie votre cheval de bataille. Est-ce que vous avez mis cet outil au service de l'institution présidence de la République? Pas encore. Je n'ai pas à me préoccuper de la présidence de la République alors que derrière cette maison-là, on meurt de faim, on meurt du sida, on meurt de paludisme. Ce n'est pas possible. D'abord le peuple, moi après. Le management, la clé du développement des pays modernes, en fait, Monsieur le Président, reste encore mal maîtrisée dans notre pays. Tout à fait. Tout à fait. Je viens de vous dire tout à l'heure, trop rapidement peut-être, que nous allons... Le projet est prêt. Il va s'élever à Pointe-Noire et nous sommes en train de chercher un petit local pour commencer les activités de ce projet, l'Institut panafricain, parce qu'il ne sera pas simplement pour le Congo, mais il sera pour les pays avoisinants. Certaines institutions, certains pays, j'ai demandé à certains pays de nous aider à avoir des bourses pour que les autres pays puissent avoir des gens, non pas pour les Congolais, puisque les Congolais nous les prenons nous-mêmes. Et cet institut, le projet est prêt, je crois que c'est la Capacity Building, African Capacity Building Foundation, c'est-à-dire l'institution des Nations Unies sur ces questions, qui est dans un pays africain à côté, je crois que c'est le Zimbabwe, non, ou la